lire la voix du grand baron Appelfeld, que vous avez eu le bonheur de connaître tout à fait intimement. Et donc que vous veniez pour le 30e anniversaire, c'est un incommensurable cadeau. Donc, tous ici, évidemment, nous en remercions, je ne sais pas quoi dire. Donc évidemment, vous n'êtes pas venu m'écouter, vous m'écoutez trop souvent. C'est vous que nous sommes venus entendre, et c'est vous, à travers votre voix, votre traduction, et surtout votre talent d'écrivain, que nous réentendons au cours de nos lectures la voix d'Appelfeld. Le premier mot qui me vient à l'esprit en lisant et en lisant Appelfeld, c'est le mot de mystère. C'est un mot qui vous serait plaisant que vous développiez ici à thème. C'est un substantif lorsque l'on pense à vos deux vies parallèles, qui conjointement, de toute manière, est le mot qui résonne le plus. Donc, vous qui êtes venus à notre rencontre, quelques mots pour les rares êtres ici qui ne vous connaîtraient pas. Vous m'arrêtez bien sûr si je dis des stupidités. Et vous avez passé votre enfance donc, à Nice, mais vos parents venaient d'Algérie. Et en 1983, votre famille a immigré en Israël, à Beersheba. Et vous y vivez une adolescence typiquement israélienne, naturellement les études, mais aussi le service militaire, les amitiés, les amours d'enfants, la vie israélienne. Et puis, ce souvenir, d'ailleurs, vous en faites partie, vous les faites partager dans tous les livres, en particulier les livres d'adolescents, pour adolescents, le long nombre de livres pour adolescents que j'ai lus avec un vrai bonheur. Puis c'est le retour en France, l'agrégation d'hébreu, l'apprentissage de la vie de nouveau française, le retour, et cette fameuse rencontre avec Appelfeld dont vous allez nous parler. C'est donc ce chiffre 4, puisque 4 vies, 4 voix, mais aussi 4 métiers, puisque vous êtes à la fois écrivain pour enfants, écrivain pour adolescents, mais aussi traductrice, mais aussi scénariste. 4. Or, très bizarrement, Aaron Appelfeld porte en lui aussi cette quadruple appartenance, à la fois dans sa vie, dans les villes qu'il a quittées, puis revues, dans les langues, dans les métiers, voilà. Donc, à partir de ce très bref, je dirais, schéma, est-ce que vous pouvez nous parler évidemment de cette rencontre avec Appelfeld que vous avez dû raconter 100 fois? Nous sommes désolés de vous redemander cela encore une fois. Merci Valérie. Merci beaucoup, merci à vous. Déjà pour cette très très belle présentation et puis à vous d'être là. Alors j'aime vraiment beaucoup cette idée de saisir un mot-clé qui serait celui du mystère, parce qu'il est à la fois à la source de ma rencontre avec Aaron Appelfeld et au cœur de la relation. Et c'était aussi un mot qui faisait partie de son vocabulaire. Aaron Appelfeld avait quelques mots qui revenaient, je crois, quasiment dans tous ses livres. Mystère en faisait partie, en fait partie, contemplation aussi, étonnement, prodige. Et donc, je crois que si vous vous excusez de me poser la question de savoir comment j'ai rencontré Aaron Appelfeld, c'est parce qu'il m'est arrivé de dire que je ne pouvais pas vraiment répondre à cette question. Et pourtant, je m'y efforce. Alors, quand je dis que je ne peux pas vraiment y répondre, ça peut sembler une coquetterie, parce qu'en réalité, on peut raconter comment, a priori, on a rencontré quelqu'un. Je crois que l'une des réponses se trouve dans le livre, justement, et je préférerais lire le passage, si ça ne vous ennuie pas. Ah bah, pour m'ennuyer, c'est que vous êtes la maîtresse des lieux, maintenant. Voilà, pour introduire, justement, cette réponse, et puis ça me permettra de continuer. Il me faut répondre encore à la question. Quand et comment avez-vous rencontré Aaron Appelfeld? Et j'essaie de donner une forme à ce qui me glisse entre les doigts, à ce qui est sans doute l'une des questions centrales de ma vie. Si toute histoire doit absolument avoir un commencement, le plus simple est de dire que j'ai lu un jour Le Temps des prodiges.
et que j'ai été happée par le regard de Bruno sur la descente aux enfers de ses parents, de tous ceux qui l'entourent et se découvrent juifs à Vienne en 1938. J'ai éprouvé l'entêtement du jeune garçon devenu adulte, revenant dans sa ville natale, quand tout fut accompli, des années plus tard, et martelant « Je viens de Jérusalem ». Je suis restée songeuse devant la page séparant les deux parties, l'avant-guerre, l'après-guerre, l'enfance, l'âge adulte. Comment les relier quand au milieu règne la destruction? Notre première rencontre a été une rencontre entre une lectrice et un livre, entre une lectrice et un écrivain dont j'ignorais tout hormis le nom, Aaron Appelfeld. J'avais la chance de pouvoir lire le texte à la fois dans sa langue originale, l'hébreu, et dans sa traduction française. Je faisais l'aller-retour entre les deux langues, pénétrée à chaque page par le sentiment qu'un mystère palpitait sous chaque phrase, et jusque sous les traits anxieux des Juifs qui n'avaient jamais mis les pieds à la synagogue et s'y trouvaient piégés à la veille d'être déportés, rampant vers le rabbin responsable à leurs yeux de leur malheur. À cause de lui, ils avaient été désignés comme Juifs, et le torturaient toute la nuit, dans une scène qui tenait en une demi-page et ouvrait un abîme d'horreur hallucinée. Ce mystère semblait tantôt être le filtre par lequel Bruno regardait le monde, et tantôt le monde lui-même en train de basculer dans une réalité qui n'avait plus rien à voir avec la réalité. Et la langue limpide qui servait ces visions distillait en moi une intranquillité que rien ne pouvait atténuer, si ce n'était d'affirmer un jour « Je veux traduire Aaron Appelfeld ». La rencontre a eu lieu là, dans ce livre-là, et dans le désir de traduire cet écrivain, même si d'une certaine manière, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, plus d'une fois. Nous sommes au cœur du débat. Oui, il me semblait, enfin c'était pas pour m'emprunter mes propres mots, mais il m'a semblé que, comme vous avez parlé du mystère notamment, et vous m'avez posé cette rencontre, que dans ce passage du livre, les deux étaient réunis. Et donc, si je peux continuer sur cette question du mystère, lorsque j'ai préparé l'agrégation d'hébreu en 2002, et que j'ai donc lu Le Temps des prodiges, Torah Plaot, qui était au programme 2001-2002, j'ai eu effectivement, c'est pas pour me commenter, mais j'ai eu effectivement l'impression que dans ce texte, il y avait quelque chose qui à la fois m'était extrêmement familier et qui était très proche d'une littérature que je lisais à l'époque, celle de Stefan Zweig, d'Arthur Schnitzler, et donc une littérature qui parlait de la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois et viennoise en particulier. Et puis, dans le même temps, il y avait sous l'apparente limpidité du texte, ce mystère qui n'était pas un mystère de la langue cherchant à cacher quelque chose, mais au contraire de la langue cherchant à faire résonner ce qui est peut-être indicible. Et alors je le dis très brièvement, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un étonnement pour moi parce que j'avais donc 32 ans, je viens d'une famille juive pratiquante et pendant toutes mes années d'enfance, la religion, les textes ont été le prisme par lequel je regardais le monde et les clés que j'avais l'impression d'avoir. Et puis un peu plus tard en Israël, j'ai changé de regard pour adopter celui de l'histoire juive. J'ai découvert dans mes études israéliennes, vous avez évoqué mon passage en Israël, j'ai découvert au lycée que les Juifs, c'était pas seulement un texte ou des lois, des règles, fait et ne fait pas, mais c'était aussi une histoire avec des ramifications multiples. Et pendant plusieurs années, ma religion a été l'histoire, et l'histoire juive. Et puis ensuite, la psychanalyse est venue accompagner tout ça. Et j'avais l'impression d'avoir des grilles qui me permettaient plus ou moins de comprendre. Et la rencontre avec Aaron Appelfeld m'a mise face à tout ce qui restait mystérieux dans une vie, que ce soit dans la vie d'un individu ou dans la vie du collectif, puisque lui, pour revenir à lui,
a fait face aux questions qui sont celles de la vie et de la mort, au moment le plus brûlant et pour lequel j'utilise brûlant parce qu'on a peu de mots pour décrire ce qui s'est passé en Europe dans cette faille entre 1939 et 1945, mais lui parle d'un endroit qui est si brûlant que même que les mots se désagrègent à son contact. Et cet endroit du désir d'exterminer des êtres parce qu'ils étaient juifs est celui d'où il vient et à travers lequel il est passé durant son enfance, c'est-à-dire durant un moment où on n'a absolument aucune clé historique, politique, pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe autour. Et donc c'est cette incompréhension-là qui a été son enfance, puisqu'il est né, je le rappelle, à Tchernowitz en 1932, et que sa mère a été assassinée lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. Et il a été déporté avec son père, il s'est échappé du camp où ils étaient tous deux et où ils avaient été séparés aussi. Et puis il a erré pendant la guerre jusqu'à son arrivée ensuite dans ce qu'on nommait la Palestine en 1946. Et donc toutes ces premières années de vie les toutes premières sont placées sous le signe de l'amour, reçu par notamment l'amour de sa mère, et puis la deuxième partie de son enfance sous le signe de l'incompréhension, avec des questions très simples et n'appelant aucune réponse. Pourquoi a-t-on tué ma mère et pourquoi cherche-t-on à me tuer? Et je pense que ces interrogations-là, qui ont donné lieu aussi, entre autres, à 45 livres, ont rejoint les miennes et celles que j'ai pu avoir moi-même au même âge qu'Aaron Appelfeld, dans un autre contexte évidemment, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. J'étais une petite fille juive, française, qui a regardé comme d'autres à la télévision la série Holocauste, au dossier de l'écran, et qui a fait face à la même interrogation, non pas dans sa vie personnelle cette fois, on était en 1979 et je n'étais pas menacée en tant que juive, ni les juifs autour de moi, mais qui a tout à coup compris que 25 ans, 30 ans avant sa naissance, il s'était passé en Europe cette traque effroyable des juifs. Et je pense, c'est pour ça que je dis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois plus d'une fois, parce que je pense que c'est dans l'effroi qui m'a saisie en 1979 aussi qu'est né quelque chose de la rencontre avec Aaron Appelfeld, bien avant cette première rencontre littéraire et la première rencontre face à face, voix répondant à une autre voix qui a eu lieu un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'il est venu comme incarner un désir de comprendre la tragédie en tant qu'il est arrivé incarné, en tant qu'un homme qui avait vécu dans sa chair ce que vous aviez vécu par les livres. Alors, je pense que c'est ça, et que plus précisément encore, parce que beaucoup de textes nous ont parlé et nous parlent encore de cette période, peut-être que l'une des particularités d'Aaron Appelfeld, il y a deux choses, je crois, qui ont été des points de rencontre. La première, c'est qu'il était donc enfant pendant la guerre, et bon nombre de gens qui ont écrit des textes, que ce soit Primo Levi, ou même Imre Kertész, qui était adolescent, qui était un peu plus grand qu'Aaron Appelfeld, ou Charlotte Delbo, sont des écrivains et des personnes qui ont cherché une langue pour dire l'indicible. Aaron Appelfeld fait partie de ceux qui étaient enfants et qui avaient donc un regard d'enfant sur cette période-là. Et je pense que ça, c'est un premier point de rencontre. L'autre particularité qu'il a, c'est qu'il ne s'est pas borné, si j'ose dire, à essayer de dire et d'aller aux lisières de ce qu'il pouvait dire concernant cette période. L'ébranlement qui a été le sien dans ces années-là, l'ébranlement d'un monde où plus rien n'avait de logique, où tout était chaotique, où il était arraché à la fois à sa ville, à ses parents, à sa langue,
cet ébranlement-là, il en a fait la matière de livres qui vont au-delà de ces questions. C'est la raison pour laquelle il refusait l'étiquette d'écrivain de la Shoah. C'est l'une des raisons pour laquelle il refusait cette étiquette, mais parce que la matière même de ses livres répond à une question qu'il s'est posée après, et pas forcément pendant. La question qu'il s'est posée après, et je pense que la réponse est présente dans tous ses livres, c'était comment, après ce qui s'est passé, redonner confiance en l'homme. En Dieu, c'est une autre question, ou c'est peut-être la même, et c'est peut-être difficile de répondre, mais comment, après la blessure et l'attaque mortelle, comment retrouver et redonner confiance. Et la réponse d'Aaron Appelfeld passe à travers tous ses livres par une réponse extrêmement humaniste. Dieu n'est pas absent, la foi n'est pas absente du texte d'Aaron, mais il y a toujours et avant tout des hommes, et c'est en cherchant à leur donner vie de la manière la plus, ce serait difficile de la qualifier d'ailleurs, mais la plus humaniste dans ce qu'elle peut avoir de sensible et parfois de lucide aussi, ou même toujours, qu'il a réussi, je crois, à faire de ces personnages des êtres qui ne sont pas idéalisés, qui ne sont pas sanctifiés par ce qu'ils ont vécu, qui sont simplement des hommes à hauteur d'homme. Et je pense que c'était ce qu'il y avait de plus difficile à faire après la guerre, c'était retrouver ce niveau où on est à hauteur d'homme. Ce qui revient souvent dans les textes d'Aaron Appelfeld, c'est l'humiliation dans laquelle ont été plongés les gens, l'humiliation des survivants aussi. Et c'est ce désir de les redresser, et non pas de les élever au-dessus des autres, mais tout simplement de leur redonner une hauteur d'homme, qui est au cœur de ce qu'il écrit, et qui dépasse donc finalement cet espace qu'on peut circonscrire entre 39 et 45. Donc ça, ce sont des points de rencontre. Et le dernier que je voudrais évoquer, c'est que l'un des guides d'Aaron Appelfeld, l'une des questions qu'il a guidées, a répondu aussi à quelque chose qui me traversait, mais qu'il a formulé certainement avec plus de finesse et de conscience que moi au moment où il écrivait. Il venait d'une famille juive, bourgeoise, assimilée, comme il le disait, en tout cas ses parents, ses grands-parents étant eux de tradition chassidique. Et puis il avait des oncles, des tantes, des cousins qui étaient bouddhistes, communistes, anarchistes, socialistes. Et il n'a jamais cédé à la tentation de choisir une façon d'être juif ou une façon d'être au monde. Il disait qu'il les contenait tous. Mais ce qui est très éclairant dans ces textes, c'est qu'il s'est posé une question après-guerre. Nous avons été pourchassés parce que nous sommes juifs. Mais qu'est-ce que signifie être juif? Et c'est cette question-là qu'il a formulée tout au long de ses livres pour ne pas laisser au bourreau le soin de le définir, qui, je crois, a rencontré aussi chez moi quelque chose, puisque je me tiens entre différentes manières, peut-être, d'y répondre et d'être juive. Donc je crois que ça a été aussi un lieu de rencontre. Il y a aussi une rencontre qui m'a frappée, c'est le mot de silence, qui m'envoie invariablement dans tous ces textes. Et la différence de beaucoup justement de déportés qui se sont tués lui a beaucoup parlé. Et il parle du silence, en nourrissant le silence. En nourrissant le silence, est-ce que vous mettriez sur le même plan l'humanisme dont vous venez de parler, et cette espèce de nourriture du silence? Il nous parle du silence, mais il nous fait entendre le bruit de sa réflexion à l'intérieur de ce silence. Oui, alors sur le fait qu'il aurait beaucoup parlé, tout dépend de quelle période on parle. Parce que Aaron Appelfeld le disait lui-même, à la fin de la guerre. D'abord, si on revient plutôt à la question du silence,
Pendant la guerre, il a compris assez vite que le silence pouvait le sauver. Parce que, étant né donc dans cette famille de l'ex-empire austro-hongrois, comme tous les juifs de cette région, de Prague ou de Tchernovitz en l'occurrence, la langue maternelle était l'allemand. Or, la population locale parlait plutôt roumain ou ruthène. Donc dans ces régions, à Tchernovitz, parler allemand vous dénoncez en tant que juif. Vous pouvez vous trahir. Donc Aaron Appelfeld a traversé la guerre en se faisant passer pour muet parfois, et en parlant très peu, en se méfiant de ce qui, dans le langage, pourrait le trahir. Et il dit qu'à la fin de la guerre, il avait si peu parlé que ses mâchoires, ses maxillaires étaient bloqués et il bégayait. Il a longtemps bégayé. Et puis, il y avait une autre chose aussi, c'est que de toute façon, dans la langue qu'il avait à sa disposition, il n'avait pas les mots pour raconter quoi que ce soit. Donc, Aaron Appelfeld n'a pas parlé, et certainement pas tout de suite. Et puis, en arrivant en Israël, il y avait une autre difficulté qui empêchait la parole. C'était un État en train de se construire, animé par une idéologie très forte, où l'emploi d'une autre langue que l'hébreu était réprimé, voire interdit. On pouvait avoir une amende parce qu'on parlait yiddish. Et donc, il y avait cette injonction de parler hébreu, et il lui a fallu des années, comme nous tous, si j'ose dire, pour conquérir cette langue. Et une fois qu'il s'est approché de l'hébreu et qu'il en a fait sa langue maternelle d'adoption, comme il le dit, il s'est heurté au désir, en littérature en tout cas, parce que, là je me permets une petite parenthèse, quand on parle de raconter, Aaron Appelfeld ne s'est jamais considéré comme un témoin. J'ai fait un texte récemment pour le mémorial de la Shoah qui va consacrer une grande exposition aux témoins prochainement, je crois à partir de janvier, et donc sur les derniers témoins et la disparition des témoins. Et dans ce texte, je dis qu'Aaron Appelfeld ne s'est pas considéré comme un témoin parce qu'un témoin, ne serait-ce que sur le plan juridique, est censé pouvoir témoigner de quelque chose que l'on peut recouper avec des faits établis. Or, les enfants, plus que d'autres encore, n'avaient absolument pas les moyens de dire avec certitude où ils avaient été et quand. Ils ne pouvaient pas nommer ni les lieux, ni le temps. Et donc, il ne s'est jamais considéré comme un témoin et il n'a jamais voulu parler en tant que témoin. Même si, en France notamment, l'audience qu'il a eue et la façon qu'avaient les journalistes de l'approcher, de parler de lui, allait du côté du témoignage. Ce qui l'a traversé, lui, c'est plutôt la certitude, à un moment donné, d'avoir en lui des traces vivantes de ce qui s'était passé et le désir de donner une expression à ces traces. Et donc, il n'a pas parlé immédiatement, il n'a pas été entendu non plus forcément en Israël à une époque où on voulait des récits d'héroïsme sioniste, ancrés dans une réalité agricole, guerrière, dans celle du renouveau, alors que lui parlait de terres bien éloignées des collines de Judée. Et donc, c'est pour ça que je reprends sur la question d'avoir parlé. Il a beaucoup écrit, mais il n'a pas forcément beaucoup parlé tout de suite. Et surtout, on peut lire les 45 livres publiés par Aaron Appelfeld. Il n'y a nulle part le récit direct de l'extermination. Et ça, c'est fondamental, cette distance qu'il garde avec ce qu'on peut appeler le cœur du réacteur. Alors la deuxième question que je voulais aborder avec vous était de savoir si la pratique... Ah oui, et j'ai pas répondu au silence du coup. À la question du silence, mais on va y arriver. Ah, pardon. Parce que c'était une longue introduction. Pour le silence, alors justement, si je commençais par dire ça, c'est parce que ça se relie à la question du silence. Pendant des années,
Aaron Appelfeld a eu conscience que le seul lieu où son cri intérieur résonnait, c'était effectivement le silence. Et il a pris conscience aussi, et ça c'est l'écriture qui, je crois, donne cette conscience-là, que contrairement à ce que l'on croit, les écrivains ne sont pas des gens capables de tout dire et tout écrire et de trouver des mots pour tout. Il n'y a pas des mots pour tout, il n'y a pas dans le langage la possibilité de tout décrire. En revanche, la tentative de l'écrivain est peut-être celle de trouver les mots pour faire résonner ce qui est présent dans un silence, mais qui ne trouve pas forcément les mots. Le silence, je l'ai appris auprès d'Aaron Appelfeld, peut être de différentes natures. Je ne sais pas si... Oui, je l'ai appris, mais en tout cas, j'en ai pris conscience. Il n'y a pas qu'un silence. Il y a des silences qui sont des silences d'amour, et où le silence exprime l'amour de manière bien plus profonde que les mots « je t'aime ». Il y a des silences qui sont des silences de mépris, et qui peuvent exprimer le mépris bien plus puissamment que les mots « je te méprise ». Et il y a des silences qui sont des silences d'accord, d'harmonie, et qui sont encore plus forts que les mots « je te comprends ». Et il ne s'agit pas de choisir entre le silence et les mots, mais dans sa manière à lui, il faut savoir tendre l'oreille à ces silences-là, à tout ce qui n'a pas de mots, et pouvoir ensuite trouver les mots pour les faire résonner. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il m'a transmis, que j'ai pensé comprendre au fil des années, mais que j'ai totalement compris, je crois, totalement non, ça serait peut-être hasardeux de dire ça, mais que j'ai compris avec plus de force encore à la disparition d'Aaron Appelfeld, parce que sa mort m'a plongé dans un silence où résonnait énormément de choses, en premier lieu sa voix, et où là, j'ai approché aussi ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'un texte doit entrer dans le cœur du lecteur avec ses dits et ses non-dits. Et c'est cet alliage ou cette alliance entre les dits et les non-dits qui fait d'un texte un texte vivant, vibrant, où le lecteur, en se glissant peut-être dans les espaces du non-dit, peut aussi trouver sa place et l'expression de ses propres mots, de ses propres non-dits. Oui, alors ça bouleverse complètement mon plan, mais c'est absolument important, parce que j'aimerais justement que nous parlions peut-être de la sensualité, parce que quand vous nous dites que le silence peut évoquer la mort, l'amour, le bruit, la tessiture d'une existence, nous trouvons, tous les lecteurs d'Appelfeld ressentent cette extrême sensualité de ces mots, avec un vocabulaire qui, ma foi, n'est pas d'une richesse énorme, et pourtant l'agencement des phrases, et votre traduction bien sûr, fait que nous sentons les choses. Ça, c'est la prouesse. Je pense que c'est la prouesse de cette langue qu'Aaron Appelfeld a forgée. Il a un hébreu très particulier. Si je peux m'arrêter 2 secondes sur cette question. Aaron Appelfeld a un hébreu très différent des gens de sa génération presque, comme Amos Oz ou Aleph Yoshua, qui sont de la même génération, mais dont la langue maternelle et la langue d'enfance était l'hébreu, contrairement à lui, et qui sont plutôt allés vers un hébreu qui est l'hébreu du renouveau de la langue hébraïque. Aaron Appelfeld, lui, a évidemment appris l'hébreu moderne, mais le contact profond qu'il a établi avec l'hébreu est passé par l'hébreu biblique. Et il a été extrêmement influencé par l'hébreu biblique, par la puissance d'évocation de l'hébreu biblique, par sa concision aussi, son côté parfois dépouillé et lapidaire. Il n'écrit pas en hébreu biblique, mais c'est un hébreu moderne qui a une couche d'hébreu biblique qui le rend très singulier. Et donc, j'en parle parce que quand il s'agit de parler de la sensualité d'Aaron Appelfeld, alors là aussi je suis contente de vous entendre prononcer ce mot, parce que évidemment, oui, beaucoup de lecteurs en parlent. Il me semble que dans les critiques littéraires autour de ces livres, ce n'est pas toujours vers cela que les critiques vont. Or, c'est central. Et pourquoi c'est central? Pourquoi cette sensualité est centrale? Parce que
Aaron Appelfeld avait une écriture qui tentait avant tout de retrouver dans le corps la trace de ce qui avait été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui... Ce sont des livres, je pense qu'on peut analyser de différentes manières et à travers aussi bien le prisme de la psychanalyse que de la littérature ou de la philosophie. Et il a des textes qui ont pour moi une portée philosophique très forte, mais il ne va jamais vers l'abstraction et il part toujours des corps, des sensations et des traces laissées à l'intérieur du corps par justement par l'amour, par l'effroi, par la grâce. Et je pense aussi que le besoin et la nécessité de survivre pendant la guerre l'a ramené aux besoins extrêmement primaires du corps, à la nécessité vitale de se nourrir, de boire, d'avoir un abri, d'avoir chaud. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les seules conditions de la survie. Il y a un très beau livre. Tous les livres, je pense, d'Aaron Appelfeld méritent d'être lus. Mais il y a un livre très fort qui est sur cette ligne de crête, celle de la survie. C'est Les Partisans. En hébreu, Ad-Rod, Ad-Sahar. Donc la traduction est différente. N'est pas une traduction littérale. Et dans Les Partisans, Camille, le chef des partisans, dit au groupe qui l'entoure: nous devons survivre physiquement, mais cela ne suffit pas, nous devons aussi sauver nos âmes. Et donc il y a un désir de survivre à l'entreprise d'extermination, pas uniquement en sauvant les corps, mais en sauvant aussi les âmes et en se souvenant de qui nous sommes. C'est ce que dit Camille. Mais la condition première de la survie, c'est tout de même les corps. Et la possibilité d'être sauvé par l'autre passe aussi par le corps, par un geste de la main, y compris lorsque c'est un mot qui est prononcé ou un regard. Le mot passe par la bouche, le regard passe par les yeux, le pain passe par la main tendue. Et donc, même dans le rapport humain, d'abord c'est le corps qui s'exprime. Et puis, il y a aussi, par rapport à cette sensualité, un rapport qui n'est pas forcément là aussi idéalisateur ou idéalisant de la nature, mais un rapport extrêmement reconnaissant à l'égard de la nature, qui peut être protectrice et nourricière. Dans bon nombre de livres, la simple joie de trouver des fraises des bois, des cerisiers sur un cerisier, de l'eau vive et claire dans un ruisseau. En temps de guerre, c'est quasiment un paradis salvateur. Et en temps de paix, c'est le rappel du mystère de la création de la terre et des fruits qu'elle peut nous donner. Donc il y a un rapport à la nature et au corps qui est très fort et qui, je crois, guide là aussi le choix des mots et leur agencement pour donner à ressentir sans analyser de manière abstraite. Et alors justement, cette proximité sensuelle, sensorielle, amicale avec lui, est-ce que vous pensez que cela vous a aidé à comprendre sa langue certainement, à traduire, ou est-ce qu'à certains moments c'était presque une gêne d'entrer trop profondément dans cet univers? Je pense en particulier à Mensonge, où vous devenez lui. Alors, la proximité est venue par étapes. J'ai commencé à traduire, les deux premiers livres, c'était Histoire d'une vie et L'amour soudain, qui sont sortis tous deux en même temps en 2004, aux éditions de l'Olivier. Et j'ai traduit ces livres avant de rencontrer Aaron Appelfeld, mais je l'ai eu au téléphone. Et j'ai eu donc, je disais tout à l'heure, nous nous sommes rencontrés pour la première fois plus d'une fois. On pourrait dire que la première rencontre a eu lieu bien avant la vraie rencontre, c'est lorsque j'étais enfant, et lui aussi. Donc ça n'a pas eu lieu au même moment, mais il y a un espace où ça se rencontre et se rejoint tout de même. Et c'est ce qui est présent, je pense, dans Mensonge, dans la dernière partie. La deuxième rencontre, c'est la rencontre d'un livre, et du mystère de ce livre et du désir de le traduire. Et la troisième rencontre, c'est celle de sa voix au téléphone, un soir où
où je l'ai appelé pour lui dire mon émotion, de le traduire, ma fierté, la position aussi un peu intimidée dans laquelle je me trouvais. Et cette voix, si on revient à la question que vous évoquez, et qui est celle de la sensualité, de la présence, cette voix m'a parlé de la manière que dans les livres aussitôt, avec une grande chaleur, et surtout m'a fait là aussi prendre conscience qu'une voix pouvait sans doute charrier bien au-delà que les mots qu'elle prononçait. C'est le cas de nous tous et de tout évidemment, mais chez Aaron Appelfeld, la voix et les silences entre les mots et sa manière de chercher les mots, de les offrir à son interlocuteur, son interlocutrice en l'occurrence, était d'une telle précision et d'une telle douceur qu'elle permettait, je crois, de comprendre le sens de chaque mot comme s'il était prononcé pour la première fois. Et ça, c'est très puissant. Donc il y a eu cette rencontre par la voix et bien au contraire, ça n'a jamais été une gêne. Après, lorsque j'ai eu terminé la traduction des 2 premiers livres, pardon, il n'y a pas de vidéo, non, c'est pas grave. Quand j'ai eu terminé la traduction des 2 premiers livres, là j'ai eu un peu peur de ce que j'avais fait et j'ai compris que j'avais traduit, je me suis dit que j'étais inconsciente, que j'avais traduit en étant inconsciente. Pardon. Mais cette inconscience-là, c'était une double inconscience. Hein. Je crois que c'était l'inconscience dans le sens où je pense que heureusement que je ne savais pas ce que je faisais, sinon j'aurais été paralysée. Donc il y a eu une sorte de part comme ça d'inconscience. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a besoin d'eau, hein. C'est besoin vital. Merci. Mais lorsque je l'ai eu au téléphone, et à partir de là, cette voix que j'ai essayé de décrire, mais qu'il faut entendre au moins une fois dans sa vie, et heureusement il en existe des enregistrements, cette voix m'a accompagnée tout au long de chaque traduction, sans jamais m'écraser, sans jamais me faire peur, au contraire en me guidant comme un chef d'orchestre peut guider un orchestre. J'essayais de placer la mienne au même niveau. Et je dirais que, bien au contraire, alors que peut-être qu'il a fallu une grande part d'inconscience, mais que cette présence n'a jamais été écrasante. Et surtout, la question qui pouvait exister pour moi alors, c'était de me dire, si la chronologie des vies est respectée, a priori, Aaron Appelfeld quittera ce monde avant moi, comment entendrai-je sa voix lorsqu'il ne sera plus là? C'est une question que je n'osais pas formuler en ces termes, mais qui pouvait me traverser. Et le prodige de la littérature, justement, c'est que la voix est là, intacte. Et pour moi, c'est ça, la littérature. C'est une voix qui quand on entend, y compris lorsque son locuteur n'est pas là. Et peu importe pour le lecteur que l'auteur soit vivant ou pas, sa voix est, je crois, exactement la même dans chaque ligne et continue de résonner de la même manière. Et donc j'ai fait la découverte de la voix qui survit à son locuteur. Écoutez, moi je crois que je ne peux rien ajouter à une si brève conclusion. Ce que vous dites à la fois sa mort et la façon dont il est encore vivant. Il est vivant par la littérature et dans vos textes. C'est extrêmement émouvant. Et j'aimerais bien donner quelques questions à la salle, parce que vous écouterez des heures et des heures. Merci. Alors, je crois qu'il n'y a pas de micro de salle, donc il faut parler très fort. Oui. Vous n'avez pas raconté que quand les petits marins avaient dit de fuir, que ce sont des bandits de grand chemin qui ont aidé à survivre parce qu'ils ont appris à résister au froid en faisant des trous dans la terre. Et c'est là qu'il a appris à... Oui, alors durant... la remarque de madame était que, effectivement, Aaron Appelfeld, pendant la guerre, a été avec des bandits de grand chemin
qui lui ont notamment appris à survivre en creusant des trous dans la terre. Il a souvent dit de ces années-là qu'elles avaient été son école de vie. Alors, justement, oui, il a été avec, pendant ces années, entre le moment où il s'est échappé du camp et la fin de la guerre, et le moment où il s'est retrouvé garçon de cuisine dans l'armée rouge, il a été parfois chez des paysans qui le recueillaient, qui l'exploitaient et le protégeaient à la fois, parfois chez une prostituée, Maria, dont il a fait un personnage dans le livre La chambre de Mariana, et parfois avec des criminels, des voleurs de chevaux, et voilà, des gens de la pègre. Et il a souvent dit ces phrases-là, mais sans non plus dévoiler ce qui avait pu se passer et se produire. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que ça, ce sont quelques phrases, mais ce qui se trouve en creux de ces phrases, le petit garçon juif qui est avec des criminels, qui vient d'une famille où on lisait Proust à chaque Kippour, où on jouait de la musique, où on parlait plusieurs langues, où on était pétri d'idéaux humanistes. L'enfant juif né là, qui se retrouve avec des brigands, des criminels, des prostituées, est présent dans chacun des livres, mais ne raconte jamais de manière frontale ce qui s'est passé. Et indéniablement, je pense qu'il y avait là un mystère dont il s'est nourri aussi pour écrire. Et je lisais récemment, et j'ai pensé en venant ici, enfin pas je lisais récemment, je suis en train de lire un livre de Vladimir Jankélévitch sur la musique, donc la musique et l'ineffable, où il distingue entre l'indicible et l'ineffable. Et donc l'indicible, pour lui, je pense qu'il a raison, en ce qui concerne Aaron Appelfeld, il dit l'indicible c'est la mort, parce que personne ne peut en parler. Le reste n'est pas forcément indicible, mais ineffable. Et donc ne peut pas être attaqué de front, mais effleuré. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je dirais plus qu'Aaron Appelfeld est un écrivain de l'ineffable que de l'indicible, y compris en ce qui concerne ces années dont il a parlé, mais très peu, finalement, au regard de ce qui a pu se produire à cet endroit-là. Et je pense, très honnêtement, et je fais toujours très attention de ne pas parler à la place d'Aaron Appelfeld, je suis sa voix en français pour les livres, mais je ne veux pas parler à sa place. Mais je sais qu'il y a eu aussi de la honte, qui peut paraître très étrange pour nous, puisque ces brigands, ces criminels l'ont sauvé. Mais je pense qu'il y avait aussi de la honte de la part d'un enfant, encore une fois, bien élevé, portant des jolis costumes, ayant un beau train électrique, dans une belle maison de Tchernovitz, de se retrouver tout à coup avec ces brigands. Évoquez-vous Dieu quand vous parliez avec lui? J'ai été très frappée par la lecture de Floraison sauvage. Oui. Il me semble le roman dans lequel un personnage féminin est en quête de Dieu. Oui. Je trouve que c'est vraiment